That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. On vous a annoncé en début de cette émission l'invitation du porte-parole du président de la République, Monsieur J.C. Elaïkoga, qui est avec nous ce matin, avec Jean-Paul Emosley. Monsieur le porte-parole, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Bonne fête de l'indépendance encore une fois. Merci à vous aussi. Avec vous, on va parler du discours du président de la République. Oui. Pour l'entrée, qu'est-ce que vous avez comme mot d'entrée pour démarrer notre conversation ce matin? Le mot d'entrée va être simple, c'est la valeur sur laquelle le chef de l'État est revenu, qui est celle de la concorde. Il l'a mise en avant pour faire ce lien entre le passé, le présent et l'avenir, et pour rappeler aux Gabonaises et aux Gabonais que tous les grands accomplissements de d'autres pays se sont faits parce que les fils et les filles du Gabon ont œuvré ensemble. On ne pourra travailler et bâtir le Gabon d'aujourd'hui et de demain que si on œuvre ensemble. Cette concorde, c'est un héritage qui a été légué par les pères fondateurs. On a la chance de vivre depuis notre indépendance dans un pays en paix, cette paix qui naît du dialogue, du fait qu'on ait réussi à échanger, qu'on puisse avoir des divergences, mais que dans ce dialogue qui est ancré dans notre culture, qui est ancré dans notre valeur, ressortent des choses positives et des choses qui nous permettent d'avancer. Donc c'est le principal point du discours du chef de l'État. Alors vous parlez de concorde, vous parlez de paix. Est-ce qu'aujourd'hui, à regarder la société gabonaise, la concorde est la chose la mieux partagée ou la paix est la mieux partagée aujourd'hui? Comme a dit le président de la République, on accomplit des choses, on voit le verre à moitié plein, on peut avoir des divergences, on peut ne pas être d'accord sur tout. Mais la première volonté, ça doit être le dialogue, ça doit être de discuter, ça doit être de mettre en place ce cadre qui permette justement d'avancer, pas de reculer, de construire et non de détruire. Pour bâtir, on a besoin de discuter, on a besoin d'être ensemble. Le but de dialogue, c'est de ne pas ressortir la dispute, c'est de sortir des points importants qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'évoluer, qui permettent de mettre en place des projets qui bénéficient à toutes et à tous. Et il y a quand même que depuis 2016, le dialogue, on constate que le dialogue est peut-être le parent pauvre de la politique d'Ali Bongo, quand on sait qu'il y a eu, vous allez me le dire, le dialogue politique d'Angondje, mais il n'y a que son principal opposant, Jean Ping, qui reste quand même arc-bouté sur la position selon laquelle il est le principal on va dire vainqueur de l'élection présidentielle de 2016, et il continue à revendiquer sa victoire. Et on a comme l'impression que du côté du président Ali Bongo, il n'y a pas des initiatives qui vont dans le sens de pouvoir plus ou moins réconcilier ce citoyen-là avec, on va dire, l'environnement Gabon. Vous avez parlé du dialogue d'Angondje. Il n'y avait pas M. Jean Ping sur ce dialogue, mais il y avait d'autres personnes d'opposition. Il y a une construction qui s'est faite suite au dialogue d'Angondje. Mais n'empêche que Jean Ping reste l'acteur majeur de l'opposition aujourd'hui. C'est incontestable. Ça, c'est ce que vous dites. Après, il y a d'autres personnes d'opposition qui se mettent aussi en avant. Le tout, c'est que le président est prêt à travailler avec tout le monde. Comme il a dit, tant que les discussions sont constructives. On n'est pas forcément dans une bagarre d'ego ou autre. On est là pour construire le Gabon de demain. Si des personnes viennent avec un projet de société, viennent avec des idées constructives, le président mettra tout le monde autour de la table. Et c'est ce qu'il a fait et c'est ce qu'il continuera de faire. Alors, ce qui... Oui. Moi, j'ai une autre question. Étant donné que, après avoir rendu hommage à ses prédécesseurs, notamment sur la Concorde, il a rendu hommage aux femmes. Ça, c'est un fait tout à fait nouveau. Est-ce que selon vous, le fait que aujourd'hui, on ait une femme présidente de la Cour constitutionnelle, est-ce qu'on a une femme Premier ministre, chef de gouvernement, et une femme présidente du Sénat, est-ce que la géopolitique, entre guillemets, ne serait plus basée sur la province ou l'ethnie, mais serait maintenant basée sur, évidemment, le genre? Non, je pense que la géopolitique, en tout cas la volonté de résultat du président de la République se base d'abord sur les compétences. On a des femmes qui sont compétentes. Il ne doit plus y avoir de plafond de verre parce qu'on est une femme. On a un homme, on est une femme, à compétences égales. Pourquoi la femme n'aurait pas la place par rapport à un homme? Je prends l'exemple du nouveau Premier ministre, Madame Rose Christiane-Osuka. On avait d'abord besoin d'un profil économique. On a eu la crise de Covid-19 qui a amené une nouvelle réalité, qui a amené de nouveaux enjeux, qui amène une nouvelle adaptation sur le plan économique. Et face à cette adaptation, face à ces nouveaux enjeux, on avait besoin d'un profil particulier. Le profil, le meilleur pour le chef de l'État, était celui de Madame Rose Christiane-Osuka, qui est une femme, tant mieux. Mais est-ce que, néanmoins,
Pourquoi maintenant, en fait, c'est la question qu'on se poserait aujourd'hui, parce qu'en 60 ans, le Gabon est quand même un des pays où les femmes ont été les mieux éduquées, notamment en Afrique subsaharienne. Mais qu'est-ce qui explique au cours de ces quelques dernières années-là cette espèce de montée en puissance, si je peux dire, des femmes, puisqu'il n'y a pas seulement au niveau du Sénat ou dans les postes politiques de manière globale, mais également dans la haute administration, également au sein des entreprises parapubliques. Qu'est-ce qui explique vraiment? On ne doute pas que la compétence est là. Depuis, il y avait des compétences, mais qu'est-ce qui explique justement cette montée-là au cours de ces dernières années? Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a annoncé la décennie de la femme. Ouais. La décennie de la femme, c'est accepter le fait que nos femmes soient compétentes, soient bien formées, soient pour parfois mieux formées et puissent accéder à ces postes de responsabilité-là. Elles ont des résultats qui sont probants, que ce soit dans la haute administration, que ce soit dans le parapublic, que ce soit dans le privé. D'ailleurs, on a même des femmes du privé qui rejoignent le public. Donc la volonté du président, c'est d'avoir des résultats, que ce soit des hommes ou des femmes, qu'il n'y ait pas de plafond de verre, à l'image des hommes et des femmes, qu'il n'y ait pas de postes qui sont interdits parce que vous soyez de telle ou de telle ethnie, que vous soyez de telle famille ou de telle famille. Et c'est le projet d'égalité des chances, en fait, qui se rejoint dans cette promotion de la femme. C'est la compétence avant tout et le résultat au service des Gabonais avant tout. Il y a qu'aujourd'hui, quand on a écouté le chef de l'État, et ce qui se dégage de l'opinion, c'est qu'on a pratiquement, on est dans du réchauffé. Parce qu'on a comme l'impression que tout ce qui a été dit par le chef de l'État, ça tient de tous les discours qu'il a pratiquement prononcés depuis 10 ans, notamment à l'occasion du 16 août, donc la célébration de la fin de l'indépendance de notre pays. Et aujourd'hui, la population se demande si finalement il n'y a pas quand même quelque chose qui augure qu'aujourd'hui il y a un manque de volonté d'aller de l'avant pour transformer le Gabon, parce que soit on s'inscrit dans la logique du passé où on parle beaucoup plus on va beaucoup plus dans l'autosatisfaction. Est-ce qu'aujourd'hui il y a encore du moins une volonté manifeste d'Ali Bongo de pouvoir réellement offrir un discours galvanisateur suscitant l'espoir pour les populations? Dans le même sens, pourquoi dans ce paragraphe il dit il ne s'agit pas ici pour moi de faire des annonces? Il se dit pourquoi il y a déjà trop d'annonces qui ont été faites? Non, la volonté du président de la République et sa vision, c'est une continuité. Si vous avez l'impression qu'il y a une répétition, c'est parce qu'on a différentes étapes. Tous les projets ont un cycle. On passe de l'étape 1 à l'étape 2 à l'étape 3. Il revient sur ce qui a été fait. C'est toujours, comme je vous disais, de voir le verre à moitié plein. Vous parliez justement de réchauffer ou d'évolution. On peut prendre l'exemple du secteur du bois. Il est arrivé en 2010, le président a décidé d'arrêter l'exportation brute de grumes. Aujourd'hui, quels sont les résultats concrets? On est passé d'exportation brute de grumes au premier pays africain et 3e mondial exportateur de contreplaqué. Ça, c'est l'étape 2. Mais quel impact au niveau de la société, quel impact au niveau de l'économie aujourd'hui de ces décisions? C'est aussi ça que les populations réclament. Parce qu'en grande partie, il y a la question de l'employabilité, sinon de l'emploi. Pour l'emploi, je continue mon raisonnement justement sur le bois. Derrière ces chiffres, derrière le fait d'être premier exportateur africain et 3e mondial, il y a des emplois qui sont créés, il y a des investissements étrangers qui arrivent. La zone économique de Nkok en est un exemple. On a plusieurs centaines d'usines qui ont été créées. Et je peux même vous le dire, pendant la période de Covid-19, on a des entreprises qui ont continué à être créées. Donc tout ça sont des emplois pour les Gabonais. Je reviens sur votre point sur l'employabilité. On a une évolution de notre économie, on a une évolution de notre société. Vous n'êtes pas sans savoir que le secteur pétrolier connaît des difficultés. On a une baisse du cours du pétrole qui a été très forte et qui a impacté le monde entier. On a des pays frontaliers ou dans le monde dont les économies se sont écroulées. Et dès le début du mandat du président, il est allé sur cette diversification. Et le bois en a un exemple. Ce qu'on a fait avec le bois, qui est aujourd'hui un modèle de réussite, on veut le faire dans d'autres pans d'activité. On veut le faire pour la pêche. On a une des plus grosses réserves de thon au large de nos côtes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Le thon est pêché chez nous, il est envoyé dans d'autres pays, il est transformé en boîte de thon et c'est nous qui importons avec un coût plus élevé. La volonté, c'est quoi? C'est de se dire, on pêche notre thon, on crée des usines, on crée des emplois, on transforme le thon, on l'achète moins cher pour nous et on l'exporte plus loin. Ce que disait le président de la République, c'est ça, c'est qu'on ne soit pas juste un réservoir de matières premières, c'est qu'on devienne un vivier de produits finis. Et comme le thon, comme le bois, comme je dis, on va faire la 3e transformation avec la production de meubles, on fera la même chose pour l'agriculture, on fera la même chose pour le tourisme, on fera la même chose pour différents pans. Mais le président reconnaît qu'il faut former les jeunes pour qu'ils trouvent le travail. Oui. Surtout sur le plan de l'agriculture, les lycées agricoles n'ont pas vu le jour. On a une réforme qui a été mise en place
depuis 2018 sur le système scolaire. Aujourd'hui, on a plus ou moins, je pense que Mosley sera d'accord avec moi, une fabrique plus ou moins à chômeurs. Pourquoi ? Parce qu'on a des métiers et des secteurs qui sont obstrués, qui sont ultra bouchés. Où on a des personnes, par exemple, on a trop de psychologues. Si on a 3000 personnes en première année de psychologie, où est-ce qu'ils vont travailler ? Donc la réforme, le but c'est quoi ? C'est de se dire, on a une transformation de notre économie qui est en cours. On a des nouveaux métiers qui apparaissent. On a des métiers qui sont rémunérateurs, qui ont des salaires intéressants. Comment on fait pour que nos enfants puissent soumissionner à ces métiers-là, puissent embrasser ces nouvelles opportunités. Et c'est pour ça qu'on a la mise en place et la mise en avant du côté professionnel, des filières techniques. On a cette bourse professionnelle qui a des critères plus souples que la bourse d'enseignement général pour permettre aux jeunes actuellement de pouvoir se former dans les meilleures conditions et pour permettre aussi à certains qui ont épousé certaines filières de pouvoir changer d'orientation et surtout de trouver un travail, parce que c'est le travail qui permet de s'épanouir professionnellement et personnellement aussi. Alors, il se trouve que le chef d'État a vanté les mérites du nombre de kilomètres de routes bitumées depuis 2010 qui est supérieur à celui qui a été fait depuis l'indépendance, mais il se trouve qu'au niveau de l'éducation dont vous parlez, de la formation professionnelle, il n'y a pas eu de réel investissement pour permettre à ce qu'il y ait cette transformation du système éducatif dont vous parlez. Il y a eu des investissements. Avec le ministre qui va faire en sorte que 800 élèves ne passent pas le bac et tout ça, ils ne rentrent pas à l'université. Non. C'est pas un peu bizarre? Il y a eu des investissements. On a eu le programme de réhabilitation de salles de classe. Sur les 700 salles de classe, il y en a environ 310 qui ont été faites. C'est un constat. Ce n'est pas encore assez. En 10 ans, c'est quand même insuffisant. C'est ce que dit le président de la République. On a eu des avancées, mais est-ce qu'il peut s'en satisfaire ? Non. Parce que, comme il l'a dit, il sera heureux quand tous les Gabonais seront heureux. Maintenant, on a un travail qui est en train d'être fait. On a eu des crises extérieures qui ont amené le Gabon et le gouvernement à se réadapter. L'éducation fait partie des priorités. On a des nouvelles salles de classe qui doivent arriver en septembre. On est en train de Monsieur le résorber porte-parole, la question des salles de classe à construire reste une promesse de plus de 10 ans. Reste une promesse de tous les combats des syndicats. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut donner du crédit à cette annonce concrètement ? On a les salles de classe, comme je dis, qui vont être construites. On a des centres de formation professionnelle qui vont ouvrir dans le prochain trimestre. On a le centre de formation AVIC qui va ouvrir l'année prochaine. On a différentes infrastructures qui sont là pour, pallier au retard qu'on a aujourd'hui, et 2, pour permettre justement cette meilleure employabilité. Donc, comme je l'ai dit, le président a assumé le fait qu'on ne puisse pas se satisfaire de tout ce qui a été fait et qu'ils veulent aller plus loin. Parce que l'objectif final, comme il l'a dit, c'est de permettre à tous les jeunes Gabonais qui sortent du système scolaire d'avoir ou un diplôme ou une formation qualifiante pour pouvoir épouser ces nouveaux métiers, pour pouvoir s'épanouir. La transformation du système éducatif n'est pas seulement sur l'infrastructure, mais également sur les hommes qui sont censés porter ce système-là. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui, on a comme l'impression que les professionnels de l'éducation, le personnel mobilisé pour la cause, je parle évidemment des conseillers d'orientation, des psychologues et tout ce qui rentre en ligne de compte pour pouvoir rendre un système éducatif performant, leur gestion n'est pas tellement très rassurante qu'à un moment donné, même si on arrive à avoir les infrastructures, le système, on n'a pas la garantie d'un système qui pourrait être performant. Notamment, je vais également parler des situations administratives des agents du secteur éducation. Alors, on a deux parties. On a la partie infrastructure dont on a discuté. Maintenant, on a les hommes. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre Mugiama a, depuis son arrivée, et même avant, dialoguer avec les différents syndicats, avec les différents membres de l'éducation nationale. C'est dans le dialogue qu'on va mener ces résultats. Il y a des situations administratives qui sont en train d'être réglées. Ça prend du temps, mais on ne peut pas intégrer tout le monde d'un coup. Mais monsieur le porte-parole, vous savez que l'État embauche un certain nombre d'enseignants. Depuis 8 ans, ils sont toujours en situation de pré-salaire. C'est la précarité qu'on appelle. À ce moment-là, vous pensez qu'il peut être un outil viable pour le nouveau système éducatif que vous prenez ? Mais le nouveau système éducatif qu'on prône,
c'est de faire mieux pour les élèves, mais c'est aussi de faire mieux pour les enseignants. On a, comme je vous dis, cette réforme qui est en train d'être mise en place. La volonté, c'est d'améliorer les infrastructures, d'améliorer la situation, d'aller sur une meilleure orientation des élèves dès le départ, de leur dire, voilà, les débouchés sont sur telle voie, telle voie, telle voie. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un système éducatif qui permette aux enfants, aux élèves, de réussir et de trouver un emploi. Bien sûr que la priorité est l'une des préoccupations majeures du président de la République, c'est aussi la situation de ces enseignants, parce qu'ils forment les cadres de demain, parce qu'ils forment ceux qui vont être les forces vives de notre nation. Donc, on ne ménagera pas les efforts pour régler ces situations qui sont complexes aujourd'hui. Monsieur le porte-parole, l'annonce de 30 000 emplois d'ici 2023, ça chauffe sur les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'on va atteindre ces objectifs? Les 30 000 emplois découlent de la transformation de l'industrie du bois. Comme je vous ai expliqué, on va passer sur une nouvelle étape. On a eu ces nouveaux emplois qui ont été créés. On a eu la captation de ces investissements étrangers. On a créé un cadre intéressant et qui permettent justement d'améliorer notre attractivité. Et on va avoir de nouvelles zones économiques qui vont arriver. On va développer notre secteur bois. Au-delà de notre secteur bois, on a une diplomatie environnementale qui est très forte. Vous avez vu, on a capté des investissements justement pour la sauvegarde de notre environnement. En diplomatie verte, on est quand même très très fort et on est reconnu et salué par tous. C'est justement la transformation de ces pans d'activité, c'est la diversification qui va permettre justement de créer ces nouveaux emplois. Je vous disais, il y a le bois, il y a l'agriculture, il y a la pêche, il y a le tourisme, il y a toute cette évolution qui vont permettre de créer de nouveaux métiers et qui vont permettre de créer de nouvelles opportunités pour les Gabonaises et les Gabonais. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, la création d'emplois massifs doivent passer forcément par des partenariats publics-privés à travers les zones économiques et autres? Est-ce que qu'est-ce qui est fait au niveau des entreprises locales, notamment moi je parle des PME, pour justement les aider à être aussi des vecteurs de création d'emplois? Parce que évidemment dans le bois, comme on dit dans les zones franches à Lambaréné et à Franceville, c'est d'abord principalement tourné vers l'extérieur pour amener des entreprises ou des pays étrangers à investir dans ces secteurs-là dans notre pays. Mais qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour nos PME quand on sait que cette pandémie est venue aussi aggraver leur situation, notamment sur le plan financier? On a un travail qui est fait. Vous parliez des PME et l'ouverture au partenariat public-privé. On a eu ce qu'on appelait plus ou moins l'État-providence, où l'État faisait tout. L'État aujourd'hui ne peut plus faire tout. Il peut créer un cadre, il peut mettre en place les infrastructures à l'image de la Transgabonaise qui va traverser notre pays d'est en ouest, et qui va créer ces nouvelles opportunités, qui va permettre à la personne qui scie son bois dans la zone de Franceville de l'emmener vers Libreville, de participer justement à l'essor économique. Donc la vraie mission, la réelle volonté de l'État, c'est de créer, les infrastructures nécessaires pour le développement, de créer un cadre législatif attractif pour emmener ces investissements étrangers qui vont générer de l'emploi, qui vont aider aussi les PME nationales à travailler aussi avec des majors comme on dit. Quand vous travaillez par exemple dans le pétrole, vous avez des PME gabonaises qui travaillent dans le secteur parapétrolier. Dans le bois, ça va être la même chose. Mais la réalité est que toutes ces entreprises ne pourraient pas avoir des contrats avec les majors qui viendraient. Comment vous allez gérer la possibilité de faire en sorte qu'eux aussi puissent trouver quand même leur place, ils puissent continuer à exister, quand on sait que quand même ils sont une source d'employabilité assez importante? On est sur le secteur privé. Vous développez votre entreprise. Vous développez votre entreprise sur la base d'un business plan. D'accord ? L'État crée le cadre. Sans accompagnement. L'État crée le cadre. Il vous crée les infrastructures, il vous crée la route, il vous met l'eau et l'électricité. Il peut vous accompagner fiscalement, etc. Sur la période de Covid-19, on a vu des efforts inédits financiers qui ont permis d'accompagner les entreprises. L'objectif, c'était quoi ? C'était premièrement d'éviter que les entreprises ne ferment et que des Gabonaises et des Gabonais perdent leur emploi. Et c'était aussi d'assouplir certaines choses pour réduire les dépenses.
Mais monsieur, pardon, Oui. sur les 250 milliards d'aide accordées par l'État dans le cadre du Covid-19, quelle part a été consacrée aux PME gabonaises? Vous aviez, sur les 250 milliards, vous aviez 225 milliards de provisions. C'est-à-dire que les entreprises pouvaient aller emprunter jusqu'à 225 milliards où l'État se portait garant. Il y a eu le guichet de financement, il y a eu des centaines d'entreprises qui se sont présentées pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement-là. Il y a eu des mesures fiscales, il y a eu la baisse de la patente pour les petites entreprises. Il y a eu différents efforts financiers qui ont permis de, réduire la facture. La mesure d'eau et d'électricité a aidé aussi un peu, de réduire les dépenses et de les accompagner au fur et à mesure. Maintenant, l'État a aussi cette responsabilité, a aussi cet engagement d'accompagner les entreprises, mais les entreprises participent aussi au financement de l'État. La difficulté qu'il y a eu peut-être sur les 225 milliards de provisions, c'est que plusieurs entreprises n'étaient pas à jour de leur cotisation sociale, que ce soit CNAMGS, que ce soit CNAMGS ou CNSS. Donc on peut faire des efforts, l'État peut faire des efforts, mais il faut aussi qu'ils soient financés par ces entreprises-là de l'autre côté. C'est un cercle vertueux en fait qui est créé. Le chef de l'État a parlé du système de santé qui lui aussi est quand même est un secteur important en ce qui concerne notre pays. On enregistre plus de 300 dispensaires à travers le pays, mais il se trouve que ces dispensaires ont un problème en commun, c'est qu'ils ont un problème d'équipement, mais également de personnel. Est-ce que, au-delà du discours, on pourrait voir sous peu des améliorations dans ce sens? Et au-delà des sanctions qui sont accordées à certains. Au-delà du discours, allons sur les faits. On a eu une crise sanitaire mondiale qui a touché tous les pays. On a vu des grands pays qui se sont écroulés. Pour ce qui est de la réponse du Gabon, on a enregistré malheureusement des décès. Un mort, c'est toujours un mort de trop. Mais on a un des taux de létalité les plus bas du continent. C'est-à-dire que par rapport au nombre de malades, on a moins de morts par rapport à d'autres pays. Ça montre aussi la solidité de notre système de santé. Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'inverse? Parce qu'on sait que le continent africain est de loin le continent le moins touché en matière de létalité liée à cette pandémie-là. Est-ce que, du fait de cette position-là, justement, le Gabon ne bénéficie pas d'atouts qui sont totalement extérieurs à son système de santé, qui explique aussi ce faible taux de mort? Il faudrait m'expliquer ce que c'est les avantages dont dispose le Gabon par rapport à d'autres pays, parce que dans d'autres pays africains, l'âge moyen qui est extrêmement jeune. Prenez l'Afrique du Sud. Voilà. Ils sont sur le même continent que nous. Ils n'ont pas les mêmes résultats. Peut-être un peu plus favorable, un peu plus chaud que les pays tempérés. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement. Je vous laisse mettre de vos paroles sur ce point-là. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a fait des efforts financiers inédits sur le secteur de la santé. On avait déjà un secteur santé qui a été développé. On a modernisé les infrastructures. On a créé de nouveaux hôpitaux. Et le principe élémentaire dans cette lutte contre la Covid-19, c'était le principe de précaution et de protection sanitaire des populations. C'est pour ça qu'on a amélioré notre plateau technique. C'est pour ça qu'on a fait le laboratoire professeur Gaouma. C'est pour ça qu'on a l'hôpital spécialisé Covid-19. Mais ces investissements-là qui ont été importants vont aussi servir dans l'avenir. C'est-à-dire que quand on passera cette crise sanitaire, le laboratoire restera là. Le matériel qui est acheté, les respirateurs... Il aura un meilleur bâtiment ? Bien sûr, vous avez vu le dernier Conseil des ministres, on a eu le cadre réglementaire qui a été fait. Maintenant, il fallait aller à l'urgence, il fallait le mettre en place le plus rapidement possible pour protéger les populations, pour s'assurer qu'elles puissent avoir leurs tests, pour qu'elles puissent être testées le plus tôt possible, savoir si elles étaient positives ou non et qu'elles puissent être prises en charge. On parlait d'efforts financiers sur la santé. Regardez, je reprends la crise de Covid-19. Vous prenez un test PCR, combien ça coûte ? On les a fait gratuitement. Je peux vous donner un exemple personnel. Moi-même, j'ai été touché par la Covid-19. Combien coûte l'ordonnance pour traiter les malades Covid-19 ? En moyenne, c'est 50 000 francs. Si vous prenez tous les médicaments. On l'a pris en charge totalement. La prise en charge a été gratuite. On a déployé des équipes supplémentaires. On a déployé du matériel supplémentaire. Mais tout ça servira aussi après la crise. Très bien. Moi, concernant le laboratoire professeur Gaouma, quel est le niveau de délivrance des résultats de tests aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà estimer qu'il a atteint la vitesse de croisière des 10 000 tests par jour, ou on en est encore loin, ou pas trop loin, ou assez proche? L'engagement sur le laboratoire Gaouma, c'était 72 heures. C'est ce qui se fait.
Aujourd'hui, c'est ce qui se fait. Les personnes qui veulent se déplacer à l'intérieur du pays ont en moyenne leurs résultats en 72 heures. Après, vous avez la procédure d'urgence qui permet de les avoir en 24 heures. Donc, la promesse qui a été faite, elle est là. Tous les prélèvements qui sont faits sont traités dans les temps, permettent aux personnes de se déplacer, de savoir si elles sont touchées. Je reviens sur le point important sur le test, qui est de dire, plus vous êtes détecté tôt, plus vous avez des chances de guérir. Et moins grave sera la maladie. Et c'était ça la volonté. C'était de s'assurer que, à travers la réponse sanitaire qu'on apporte, on perde le moins de personnes possible. Parce que vous regardez dans le monde, il y a malheureusement des centaines de milliers de morts. Dieu merci, on a réussi, nous, à amortir un peu cette crise. Alors, mais monsieur le porte-parole, il n'y a plus de malades en réanimation. Les Gabonais demandent le déconfinement. Et moi, je voudrais dire... On a les moyens techniques de gérer la crise. Je voudrais même... Pourquoi confiner encore? Globalement, oui. Même si aux États-Unis et en Europe, on assiste à une remontée du nombre de contaminations par jour, néanmoins, ces pays-là ont déconfiné. La plupart des pays africains, nos voisins aussi, ont déconfiné, même s'ils ont maintenu les mesures de distanciation sociale et maintenu un certain niveau d'alerte. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que le gouvernement ait décidé de prolonger la période de confinement à 45 jours, rendant encore... Une nouvelle fois, précarisant encore davantage, notamment ceux qui sont des travailleurs du business de la nuit, les boîtes de nuit et autres, qui sont véritablement les personnes qui sont les plus impactées, qui sont à plus de 4 mois aujourd'hui sans activité. Non, la prorogation, c'est la prorogation d'état d'urgence sanitaire. C'est pas forcément du confinement. Ensuite, le principe de précaution qui a été mis en place, c'est ce qui a permis d'avoir les résultats dont je vous parlais précédemment. Mais les résultats sont bons. Les résultats sont bons, mais pourquoi ? Parce qu'il y a eu ce principe de précaution, parce que les populations ont suivi aussi les mesures barrières, et la volonté est simple, on déconfinera quand on sera assuré sur les différents pans d'activité que tout ce qui est protocole sanitaire soit mis en place. Il y a eu un premier déconfinement avec les restaurants, avec terrasse. Il y a un travail qui est en ce moment fait par les ministres de tutelle pour réouvrir les restaurants en salle fermée. Mais il faut un protocole sanitaire. Le but, c'est pas de déconfiner pour qu'on ait une hausse des cas, qu'on perde des compatriotes et qu'on soit obligé de reconfiner. Mais monsieur on est juste en train de travailler, de recréer le cadre et de mettre en place des mesures pour s'assurer que l'on puisse reprendre notre vie plus ou moins normalement. Monsieur le porte-parole, sans être trivial, il y a quand même qu'aujourd'hui le chef d'État a annoncé qu'il y aura une réouverture sous peu des lieux de culte et qui n'apporte rien normalement à l'économie. Alors que, comme disait Jean-Paul, quand on voit le secteur de l'industrie des boîtes de nuit et des bars, du divertissement, c'est quand même porteur d'emploi, de cash. Pourquoi il y a une telle opposition? Je suis d'accord avec vous. N'est-ce pas, vous ne pensez pas que ces acteurs pourraient dire qu'il y a une injustice quelque part? Normalement, c'est vous qui posez la question. Moi, je vous pose une question. Est-ce que pour l'instant, les lieux de culte ont été réouverts? Non. D'accord. Donc, au moins, il y a déjà l'annonce. Mais c'est pas parce qu'on n'annonce pas qu'on n'est pas en train de travailler. C'est ça le tout. Et après, on revient même sur un point central pour le président de la République qu'il a dit lors de son dernier Conseil des ministres, c'est l'aspect de communication pédagogique. C'est-à-dire que parfois, les populations ont l'impression que les choses ne sont pas faites parce qu'on ne communique pas ou parce qu'on ne leur explique pas. Comme je vous disais, il y a des discussions du ministre de l'Intérieur avec les confessions religieuses pour pouvoir reprendre dans un cadre. Il y a des discussions du ministre du Commerce avec les commerçants pour pouvoir créer ce cadre-là. Il y a des discussions du ministre du Tourisme avec les hôtels, les restaurants, les bars, etc., dont il a la tutelle, pour s'assurer justement que la reprise puisse se faire dans les meilleures conditions. Comme je dis, le but, c'est de ne pas repartir sur un nouveau pic épidémique et repartir ensuite sur 2 semaines de confinement, où on sait que le confinement total, c'est très difficile. C'est très difficile à gérer, c'est très difficile pour les populations, et c'est très coûteux économiquement. Donc, on a toujours ce principe de précaution, mais la première chose, c'est la protection des citoyens. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà aussi qu'on apprenne à vivre avec cette pandémie-là, étant donné que les mesures qui sont prises pour essayer de l'endiguer ou l'enrayer minent l'économie, et or, on sait que l'économie est vitale pour faire vivre un pays. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion là, au niveau du gouvernement dans ce sens-là, pour essayer de, je dirais pas concilier, mais plutôt amener les Gabonais à vivre au quotidien avec le risque de contracter cette maladie? Et éviter des déconfinements individuels. Voilà.
on vit déjà avec les mesures. On vit avec le respect des mesures barrières. On vit avec le port du masque que j'ai à mes côtés. On fait attention à se laver les mains. Je pense que pour ceux qu'on a vu quand vous faites le matin, vous faites un check et vous prenez pas dans les bras. Donc on a déjà cette habitude-là. Maintenant, le déconfinement, c'est une étape supplémentaire. Comme je dis, c'est juste de créer le cadre. C'est juste de s'assurer que l'on puisse dire aux personnes qui vont manger au restaurant ensemble que ça ne devienne pas un centre de contamination et qu'on n'ait pas 50 personnes qui se retrouvent dans la même salle et quand ils sortent, ils aillent contaminer 300 autres personnes et 300 deviennent 600 et 600 deviennent etc. et qu'on soit débordés. Voilà, on a la chance d'avoir eu les populations qui se sont appropriées ces gestes barrières-là. On le voit dans la vie quotidienne. Maintenant, il y a l'étape supplémentaire sur laquelle on est en train de travailler, mais la principale préoccupation, c'est toujours ce devoir de protection et ce principe de précaution. La réforme de l'administration passe par la numérisation. Ouais, c'est la question que j'avais. J'étais dans le même esprit que moi, quoi. Par la numérisation. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'administrations que le chef d'État a citées. Est-ce que cela sous-entend que sous peu, on pourrait voir toute l'administration arrimée à cette nouvelle norme? Mais moi, je pense que la digitalisation de l'administration est très lente, surtout en temps de Covid. Prenez par exemple le problème de la carte d'identité nationale. Oui. C'est toujours au ralenti. Ouais. Surtout quand on sait que le projet Iboga, par exemple, a été voté depuis pratiquement 15 ans. Comme je dis, tout est une continuité. On a différentes étapes. Les infrastructures numériques, on les a créées. On est un des pays avec les meilleures infrastructures. Maintenant, c'est comment on les exploite, comment on passe sur l'étape d'après. On a fait des choses pour le service d'immigration, pour les douanes, pour les impôts. L'étape d'après, c'est de se dire, à l'image d'autres pays, qu'on aura l'administration dans sa poche. Quand je dis l'administration dans sa poche, c'est qu'on puisse faire, par exemple, tout depuis son téléphone portable, qu'on puisse faire les déclarations de mariage, qu'on puisse faire les actes de naissance, qu'on puisse faire les déclarations de décès, malheureusement. Mais le tout, c'est ça les prochaines étapes. Maintenant, il y a eu des évolutions, il y a cette volonté-là, il y a des améliorations qui sont faites. On doit aller plus vite, c'est un fait, mais il faut qu'on aille plus vite, mais que les choses aussi soient bien faites. Jean-Paul, rapidement, si Libreville ça rime, est-ce qu'il y a quand même un travail qui est fait pour pouvoir faire en sorte que l'ensemble du pays, quand on sait qu'il y a quand même une fracture numérique entre Libreville et par exemple Okonja? Alors, comme je dis, il y a des infrastructures numériques qui ont été mises en place. On a le territoire qui est plus ou moins balisé. Il y a bien sûr des zones un peu plus compliquées que d'autres. Mais la volonté, et c'est la politique de décentralisation, c'est de se dire que tout ne doit pas être fait à Libreville. Tout ne doit pas seulement être... La possibilité de faire ces démarches administratives ou autres ne doit pas rester sur Libreville. Je prends un autre exemple. Les centres de diagnostic. Si on en fait 9 dans le pays, c'est pourquoi ? C'est pour qu'on en ait un par capitale provinciale. C'est pour que la personne qui soit malade à Okonja n'ait pas besoin de remonter à Libreville pour faire un scanner. C'est pour que la personne qui est à Oyem ou Bitam n'ait pas besoin de remonter à Libreville pour faire un scanner ou un autre examen. La volonté, c'est ce qu'on va retrouver aussi sur le numérique. Cette volonté de décentralisation, c'est de se dire, on crée des opportunités localement où les gens puissent vivre, mais il faut que l'État amène justement le cadre dont je vous parlais. Et le cadre administratif, c'est de pouvoir faire ces démarches administratives, c'est de pouvoir se soigner, c'est pouvoir aussi se former. Qu'est-ce qui explique que notre pays qui est doté, qui est l'un des pays les mieux dotés sur le plan technologique, qu'est-ce qui explique cette lenteur-là au niveau de la digitalisation? Est-ce que c'est un manque aussi de formation de la part du gouvernement à l'endroit des agents publics sur la nécessité de l'utilisation de ces outils-là pour permettre justement l'accélération de cette digitalisation? C'est parce que les gens ils aiment trop toucher le cash. Mais je vais revenir là-dessus. Vous n'êtes pas sans savoir que le management du changement, ça prend du temps. On a des habitudes qui sont fortement ancrées. Reprenez la Covid-19. C'est difficile d'arrêter de se prendre dans les bras parce que même dans nos traditions, il y a le respect de l'aîné. Ça ne se fait pas de venir, désolé du terme, checker son aîné. Pour la digitalisation, c'est la même chose. On a des réussites qui sont là. Comme je dis, on a l'immigration, la douane, les impôts, etc. On y arrivera. Il faudra justement inculquer ce changement-là chez les populations et chez les agents qu'il faut bien évidemment former. Pour la question sur le cash, pourquoi la digitalisation c'est une bonne chose ? Parce que justement, ça permet
de faciliter les démarches administratives. Donc, vous pouvez faire votre demande à 21h en étant chez vous parce que le guichet n'est pas fermé, etc. et que tout est automatisé. Prenez l'ANPI qui a lancé il n'y a pas longtemps son application pour la création d'entreprises. Et vous avez aussi un intérêt qui est la donnée. Avec les données qui sont récoltées, vous pouvez, vous assurer que la corruption, la perte d'argent puisse être gérer plus facilement parce qu'il y a une traçabilité, parce qu'on va éviter justement les paiements en cash où malheureusement il peut y arriver des tentations. On peut avoir la tentation et il peut y arriver que certaines sommes puissent disparaître. Donc ça, cette digitalisation-là a un intérêt et ça a même un intérêt économique sur l'élargissement de l'assiette de l'État. Je m'explique. Si vous avez une traçabilité de tous les échanges, si vous savez que Dafresh a payé tant de choses, tant d'impôts, et ben vous pouvez savoir si Dafresh est à jour, s'il a vraiment payé, s'il a réglé, s'il ne doit plus rien, s'il est à jour dans ses cotisations CNAMGS, etc., etc. C'est ça aussi l'intérêt de la digitalisation. Ça allait plus vite, plus fort et plus sûr. Une dernière question. Oui, dernière question. Le chef de l'État, dans son discours, a présenté les mesures qui ont été engagées au moment où s'est déclenchée l'épidémie, comme étant des mesures sanitaires qui ont permis de garder le Gabon à flot, notamment les 250 milliards. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, aux yeux des économistes et des spécialistes, il se dit que le taux d'endettement du Gabon serait de près de 70% du PIB. Est-ce que ce n'est pas un peu un problème en ce qui concerne le maintien ou la souplesse de notre économie? Alors, sur l'endettement, c'est assez simple. Je vous ai dit, il y a eu des efforts inédits qui ont été faits. L'endettement a permis d'éviter la fermeture d'entreprises, a permis d'éviter que des Gabonaises et que des Gabonais perdent leur emploi, ont permis de financer la riposte sanitaire, a permis de sauver des vies. Je vais maintenant vous donner un exemple. Vous êtes chef de famille. D'accord ? Vous avez un événement extérieur qui arrive que vous n'avez pas prévu. Vous gagnez votre salaire, il ne bouge pas tous les mois. Vous avez vos dépenses de tous les mois, votre loyer, l'électricité, la scolarité des enfants, et vous avez cet imprévu-là. Qu'est-ce que vous faites ? Au début, vous prenez dans votre épargne pour dire je vais combler. Si jamais votre épargne ne peut pas, qu'est-ce que vous faites ? Vous endettez ? Vous appelez votre famille, vos amis, vos partenaires en disant écoutez, moi j'ai fait des efforts, là c'est un peu compliqué, est-ce que vous pouvez m'aider ? D'accord ? Le pays, c'est à peu près la même chose. On a fait des efforts inédits, on a mis des choses en avant, on a sorti de l'argent. 70% du PIB, c'est quand même important. J'ai pas fini mon raisonnement. Vous faites tout ça. Maintenant, sur la dette, je suis désolé, il y a un travail qui est fait. Sur la dette intérieure, il y a des entreprises, il y a des PME qui avaient une dette de moins de 100 millions où ils ont touché environ un peu plus de 7 milliards. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Si on a l'accompagnement du FMI et d'autres organisations internationales, c'est parce qu'ils ont confiance au Gabon, parce qu'on a mené des réformes qui portent leurs fruits. Je prends encore un exemple en termes de chiffres. Quand il y a eu la crise pétrolière, on a eu des pays de la sous-région et autres dont l'économie sont rentrées en récession, dont les taux d'inflation ont dépassé des centaines de %. Nous, on est resté sur une croissance positive. Et s'il n'y avait pas eu la Covid-19, on serait à 3,9%. Donc ce taux d'endettement n'est pas toxique, non ? Tant que l'endettement permet de développer le pays, permet de mener des projets qui auront un impact positif sur les populations, il n'est pas toxique. Maintenant, il y a un travail, comme je dis, qui est fait pour réduire cet endettement-là. La priorité a été faite sur la dette intérieure pour pouvoir justement relancer l'économie dont vous parlez, pour pouvoir donner de l'oxygène à ces PME qui emploient des Gabonaises et des Gabonais qui vont pouvoir, comme je le disais, s'épanouir personnellement et professionnellement. Monsieur Laïkoga, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, c'est un plaisir. Dafresh Morning.